Les Hauts de Hurlevent, partie 11, chapitre 29. Le soir des obsèques, ma jeune dame et moi étions assises dans la bibliothèque. Tantôt nous rêvions avec tristesse, et l'une de nous avec désespoir, à la perte que nous venions de faire. Tantôt nous hasardions des conjectures sur le sombre avenir. Nous venions de tomber d'accord que le sort le plus heureux pour Catherine serait d'être autorisée à continuer de résider à la grange, au moins durant la vie de Linton, avec permission pour celui-ci de l'y rejoindre, et pour moi d'y rester comme femme de charge. Cet arrangement nous semblait trop favorable pour que nous puissions espérer de le voir réalisé. Et pourtant, j'espérais. Je commençais à reprendre courage à la pensée de rester dans la maison, de conserver mon emploi et, par-dessus tout, ma bien-aimée jeune maîtresse. Quand un domestique, un de ceux qui étaient congédiés, mais qui n'était pas encore parti, entra précipitamment en disant que ce démon de Heathcliff traversait la cour. Devait-il lui fermer la porte au nez ? Si nous avions été assez folles pour vouloir recourir à ce procédé, nous n'en aurions pas eu le temps. Il ne prit pas la peine de frapper ou de s'annoncer. Il était le maître, et il se prévalut du privilège du maître pour entrer tout droit sans dire un mot. Le son de la voix de notre informateur le guida vers la bibliothèque. Il y pénétra et, faisant signe au domestique de sortir, ferma la porte. C'était la même pièce où il avait été introduit en hôte 18 ans auparavant. La même lune brillait à travers la fenêtre. Au dehors s'étendait le même paysage d'automne. Nous n'avions pas encore allumé de bougies, mais toute la chambre était éclairée, même les portraits sur le mur. La tête splendide de Mrs. Linton et la gracieuse figure de son mari. Heathcliff s'avança vers le foyer. Le temps ne l'avait guère changé non plus. C'était le même homme, le visage sombre, un peu plus blême et plus composé, le corps un peu plus lourd peut-être, et voilà tout. Catherine s'était levée et avait fait un mouvement instinctif pour se sauver dehors quand elle l'avait aperçu. « Halte !» dit-il en l'arrêtant par le bras. « Plus d'escapades. Où iriez-vous ? Je suis venu vous chercher pour vous ramener à la maison. J'espère que vous serez une fille disciplinée et que vous ne pousserez plus mon fils à la désobéissance. J'ai été embarrassé pour le punir quand j'ai découvert la part qu'il avait prise à votre fuite. C'est une telle toile d'araignée qu'un pinson l'anéantirait. Mais vous verrez à son air qu'il a reçu son compte. Je l'ai fait descendre un soir, avant-hier. Je l'ai simplement installé sur une chaise, et je ne l'ai plus touché. J'ai renvoyé Ayrton et nous sommes restés seuls dans la chambre. Au bout de 2 heures, j'ai appelé Joseph pour le faire remonter. Depuis lors, ma présence produit sur ses nerfs l'effet d'un fantôme. Et je crois qu'il me voit souvent, même comme je ne suis pas là. Ayrton dit qu'il s'éveille en sursaut au milieu de la nuit, qu'il crie pendant des heures, qu'il vous appelle pour le protéger contre moi. Que votre précieux époux vous plaise ou non, il faut que vous veniez. C'est votre affaire, maintenant. Je vous cède tout l'intérêt que je lui porte. » « Pourquoi ne pas laisser Catherine demeurer ici ?» plaidai-je, « et ne pas lui envoyer Master Linton ? Comme vous les haïssez tous deux, ils ne vous manqueront pas. Ils ne peuvent être qu'un fléau constant pour votre cœur dénaturé. Je cherche un locataire pour la grange, et j'ai besoin d'avoir mes enfants près de moi, bien certainement. De plus, cette jeune personne me doit ses services en échange de son pain. Je n'ai pas l'intention de l'entretenir dans le luxe et dans la paresse quand Linton ne sera plus là. Allons, dépêchez-vous de vous préparer et ne m'obligez pas de vous contraindre. »« Je viendrai, » dit Catherine. « Linton est tout ce qui me reste à aimer au monde, et, quoique vous n'ayez rien négligé pour nous rendre haïssables l'un à l'autre, vous ne pouvez pas nous forcer à nous haïr. Et je vous défie de lui faire du mal quand je serai là. Et je vous défie de me faire peur. » « Vous êtes un champion plein de jactance, » répliqua Heathcliff. « Mais je ne vous aime pas assez pour lui faire du mal. Vous aurez tout le bénéfice du tourment, jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui vous le rendrai odieux, c'est sa charmante nature elle-même.
Votre désertion et ses conséquences l'ont rempli de fiel. N'attendez pas de remerciements pour votre noble dévouement. Je l'ai entendu tracer à Zillah un plaisant tableau de ce qu'il ferait s'il était aussi fort que moi. L'intention y est, et sa faiblesse même rendra son esprit ingénieux pour suppléer à la force qui lui manque. Je sais qu'il a une mauvaise nature. C'est votre fils. Mais je suis heureuse d'en avoir une meilleure pour lui pardonner. Puis je sais qu'il m'aime, et c'est pour cela que je l'aime. Monsieur Heathcliff, vous n'avez personne pour vous aimer, vous. Et, si misérable que vous nous rendiez, nous aurons toujours la revanche de penser que votre cruauté vient de votre misère encore plus grande. Car vous êtes misérable, n'est-il pas vrai? Seul, comme le démon, et envieux comme lui. Personne ne vous aime, personne ne vous pleurera quand vous mourrez. Je ne voudrais pas être à votre place. Catherine parlait avec une sorte de triomphe sinistre. Elle semblait avoir résolu d'entrer dans l'esprit de sa future famille et de tirer plaisir des chagrins de ses ennemis. « Vous vous repentirez bientôt, » dit son beau-père, « si vous restez ici 1 minute de plus. Dehors, sorcière, et prenez vos hardes. » Elle sortit avec un air méprisant. En son absence, j'entrepris de demander la place de Zillah à Hurlevent, offrant de lui céder la mienne. Mais il ne voulut pas en entendre parler. Il m'enjoignit de me taire. Puis, pour la première fois, il jeta un coup d'œil circulaire sur la pièce et regarda les portraits. Après avoir examiné celui de Mrs. Linton, il dit « Il faut que j'aie celui-là chez moi. Non que j'en ai besoin, mais... » Il se tourna brusquement vers le feu et continua avec ce que, faute d'un meilleur mot, j'appellerais un sourire. « Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai fait enlever, par le fossoyeur qui creusait la tombe de Linton, la terre sur son cercueil, à elle, et je l'ai ouvert. J'ai cru un instant que j'allais rester là. Quand j'ai revu sa figure, c'est encore sa figure. Le fossoyeur a eu du mal à me faire bouger, mais il m'a dit que l'air l'altérerait. Alors j'ai rendu libre un des côtés du cercueil, que j'ai ensuite recouvert. Pas le côté près de Linton, que le diable l'emporte. Son cercueil, à lui, je voudrais qu'il lui était soudé au plomb. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlevât ce côté quand je serai couché là, et qu'il fasse subir la même opération à mon cercueil, que je ferai disposer en conséquence. Et alors, quand Linton viendra nous voir, il ne pourra plus s'y reconnaître. « Vous avez agi d'une façon indigne, monsieur Heathcliff, m'écriai-je. N'avez-vous pas eu honte de troubler les morts ? » Je n'ai troublé personne, Nelly, et je me suis procuré à moi-même quelque soulagement. Je vais à présent me sentir bien mieux, et vous aurez plus de chance de me maintenir sous terre quand j'y serai. L'avoir troublée ? Non, c'est elle qui m'a troublé, nuit et jour, pendant 18 ans, sans cesse, sans remords, jusqu'à la nuit dernière, et la nuit dernière j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais de mon dernier sommeil à côté d'elle, mon cœur immobile contre le sien et ma joue glacée contre la sienne. Et si elle avait été réduite en poussière, ou pis encore, de quoi auriez-vous donc rêvé ? Que je me réduisais en poussière avec elle et que j'étais encore plus heureux. Supposez-vous que je redoute un changement de cette nature ? Je m'attendais, en soulevant le couvercle, à une pareille transformation, mais je préfère qu'elle ne commence pas avant que je la partage. En outre, si je n'avais pas reçu l'impression nette de ses traits reposés, je n'aurais guère pu me débarrasser de cette étrange sensation. Elle est née d'une façon singulière. Vous savez que j'ai été comme fou après sa mort. Éternellement, de l'aube jusqu'à l'aube, je la suppliais de m'envoyer son fantôme. Je crois fermement aux revenants. J'ai la conviction qu'ils peuvent exister, et qu'ils existent au milieu de nous. Le jour de son enterrement, il y eut une chute de neige. Le soir, j'allais au cimetière. Le vent était glacial comme en hiver. Tout, autour de moi, était solitude. Je ne craignais pas que son imbécile de mari vînt errer de ce côté à pareille heure, et nul autre n'avait affaire là. Étant seul, et sachant que 2 mètres de terre meuble était l'unique obstacle qui nous séparât,
Je me dis, il faut que je la tienne une fois encore dans mes bras. Si elle est froide, je penserai que c'est le vent du nord qui me glace, moi. Si elle est immobile, c'est qu'elle dormira. Je pris une bêche dans ce hangar aux outils et me mis à creuser de toutes mes forces. La bêche racla le cercueil. Je continuai à travailler avec mes mains. Le bois commença de craquer près des vis. J'étais sur le point d'arriver à mon but, quand il me sembla entendre au-dessus de moi, près de l'angle de la tombe, le soupir de quelqu'un qui se penchait. Si je puis seulement soulever le couvercle, murmurai-je. Je souhaite qu'on nous recouvre de terre tous deux. Et je m'appliquai à ma tâche avec plus de fureur encore. Il y eut un autre soupir, tout près de mon oreille. Il me semblait sentir un souffle chaud qui déplaçait l'air chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait là aucun être vivant, en chair et en os. Mais, aussi certainement que l'on perçoit dans l'obscurité l'approche d'un corps matériel, bien qu'on ne puisse le discerner, je sentis que Catherine était là. Non pas au-dessous de moi, mais sur la terre. Une soudaine sensation de soulagement jaillit de mon cœur et pénétra tous mes membres. Je cessai mon travail désespéré. J'étais consolé, tout d'un coup, indiciblement consolé. Elle était présente à côté de moi. Elle resta pendant que je remplissais la fosse et m'accompagna jusqu'à la maison. Vous pouvez rire si vous voulez, mais j'étais sûr que, là, je la verrais. J'étais sûr qu'elle était avec moi, et je ne pouvais m'empêcher de lui parler. Ayant atteint les hauts, je courus vivement à la porte. Elle était fermée. Et il m'en souvient, ce maudit Earnshaw et ma femme voulurent m'empêcher d'entrer. Je me rappelle m'être arrêté pour couper d'un coup de pied la respiration à Earnshaw, puis avoir couru en haut dans ma chambre, et ensuite dans celle de Catherine. Je regardais impatiemment autour de moi. Je la sentais près de moi. Je pouvais presque la voir. Et pourtant, je ne la voyais pas. J'ai dû alors avoir une sueur de sang. Tant était vive l'angoisse de mon désir. Tant était ardente la ferveur de mes supplications pour l'apercevoir un instant seulement. Je ne l'ai pas aperçue. Elle s'est montrée pour moi ce qu'elle avait été souvent pendant sa vie, un démon. Et depuis lors, tantôt plus, tantôt moins, je n'ai cessé d'être le jouet de cette torture intolérable, infernale, qui tient mes nerfs tellement tendus que, s'ils n'eussent pas ressemblé à de la corde à boyaux, il y a longtemps qu'ils seraient aussi flasques que ceux de Linton. Quand j'étais assis dans la salle avec Hareton, il me semblait que, si je sortais, je la rencontrerais. Quand je me promenais dans la lande, que je la rencontrerais si je rentrais. Quand je quittais la maison, je me hâtais de revenir. Elle devait être quelque part, à Hurlevent, j'en étais certain. Quand je voulais dormir dans sa chambre, j'en étais chassé. Je ne pouvais pas rester couché. Dès que je fermais les yeux, ou bien elle était dehors à la fenêtre, ou bien elle ouvrait les panneaux du lit, ou bien elle entrait dans la chambre, ou bien même elle appuyait sa tête chérie sur le même oreiller que quand elle était enfant, et je me sentais forcé d'ouvrir les yeux pour regarder. 100 fois dans la nuit je les ouvrais, et je les refermais ainsi, pour être toujours déçu. C'était une torture atroce. J'ai souvent gémi tout haut, au point que ce vieux coquin de Joseph a certainement cru que ma conscience était possédée du démon. Maintenant, depuis que je l'ai vu, je suis calmé. Un peu calmé. C'est une étrange façon de tuer. Non pas pouce par pouce, mais par fraction d'épaisseur de cheveux, en se jouant de moi, pendant 18 ans, avec le fantôme d'une espérance. Monsieur Heathcliff s'arrêta et s'essuya le front, où ses cheveux étaient collés, mouillés de sueur. Ses yeux étaient fixés sur les cendres rouges du feu, ses sourcils n'étaient pas contractés, mais relevés près des tempes, ce qui atténuait la dureté de son visage, mais lui donnait un aspect particulier de trouble, l'air d'avoir l'esprit péniblement tendu vers un sujet absorbant. Il ne s'était qu'à moitié adressé à moi, et je gardais le silence. Je n'aimais pas à l'entendre parler. Après un court répit, il reprit sa méditation sur le portrait, le décrocha et l'appuya contre le sofa pour mieux le contempler. Pendant qu'il était ainsi occupé, Catherine entra,
annonçant qu'elle serait prête dès que son poney serait scellé. « Envoyez cela là-bas demain, » me dit Heathcliff. Puis, se tournant vers elle, il ajouta: « Vous vous passerez de votre poney. Il fait une belle soirée et vous n'aurez pas besoin de poney à Hurlevent. Pour les courses que vous aurez à y faire, vos jambes suffiront. Venez. » « Au revoir, Hélène, » murmura ma chère petite maîtresse. Comme elle m'embrassait, je sentis que ses lèvres étaient froides, comme la glace. « Venez me voir, Hélène. N'oubliez pas. »« Ayez soin de n'en rien faire, Mrs. Dean, » dit son nouveau père. « Quand je désirerai vous parler, je viendrai ici. Je n'ai pas besoin que vous veniez fureter chez moi. » Il lui fit signe de passer devant. Jetant derrière elle un regard qui me déchira le cœur, elle obéit. Je les observais par la fenêtre pendant qu'ils traversaient le jardin. Heathcliff mit le bras de Catherine sous le sien, bien qu'elle lui eût opposé d'abord une résistance manifeste, et il l'entraîna à grands pas dans l'allée, où bientôt les arbres les cachèrent. Chapitre 30. J'ai fait une visite à Hurlevent, mais je ne l'ai pas revu depuis son départ d'ici. Joseph n'a pas lâché la porte pendant que je parlementais et n'a pas voulu me laisser passer. Il m'a dit que Mrs. Linton était occupée et que le maître n'était pas là. Zillah m'a donné quelques nouvelles de l'existence qu'ils mènent, sans quoi je saurais à peine s'ils sont morts ou vivants. Elle trouve Catherine hautaine et ne l'aime pas. Cela se devine à la façon dont elle en parle. Ma jeune dame lui a demandé quelques services lors de son arrivée, mais M. Heathcliff lui a prescrit de s'occuper de ses affaires et de laisser sa belle-fille se débrouiller toute seule. Zillah s'est volontiers conformée à ses instructions, car c'est une femme égoïste et à l'esprit étroit. Catherine a manifesté une contrariété enfantine d'être ainsi négligée. En retour, elle n'a pas caché son dédain pour Zillah et l'a rangée de la sorte dans le camp de ses ennemis, aussi infailliblement que si elle lui avait causé un grand tort. J'ai eu une longue conversation avec Zillah il y a environ 6 semaines, un peu avant votre arrivée, un jour que nous nous étions rencontrés dans la lande. Voici ce qu'elle m'a raconté. La première chose qu'a faite Mrs. Linton en arrivant à Hurlevent a été de courir en haut, sans même nous souhaiter le bonsoir, à Joseph et à moi. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et y est restée jusqu'au matin. Puis, pendant que le maître et Earnshaw étaient à déjeuner, elle est entrée dans la salle et a demandé toute tremblante si l'on ne pourrait pas envoyer chercher le docteur. Son cousin était très malade. « Nous connaissons cela, » a répondu Heathcliff. « Mais sa vie ne vaut pas un liard, et je ne dépenserai pas un liard pour lui. »« Mais je ne sais que faire, et si personne ne veut m'aider, il va mourir. »« Sortez de cette pièce, » a crié le maître, « et que je n'entende plus jamais un mot à son sujet. Personne ici ne s'inquiète de ce qui peut lui arriver. Si vous vous en souciez, faites la garde-malade. Sinon, enfermez-le et laissez-le tranquille. » Alors elle s'est mise à me tarabuster, et je lui ai répondu que j'avais eu assez de tracas avec cet être insupportable. À chacune sa tâche. La sienne était de soigner Linton, et M. Heathcliff m'avait prescrit de la lui laisser. Comment se sont-ils arrangés ensemble? C'est ce que je ne saurais dire. J'imagine qu'il s'est beaucoup tracassé, qu'il a gémi nuit et jour, et qu'elle a eu bien peu de repos. Cela se voyait à sa pâleur et à ses yeux lourds. Elle venait parfois dans la cuisine, l'air tout égaré, et elle paraissait avoir envie de demander assistance. Mais je n'allais pas désobéir au maître. Je n'ose jamais lui désobéir, Mrs. Dean. Bien qu'à mon avis, on eût tort de ne pas envoyer chercher Kenneth. Ce n'était pas mon affaire de donner des conseils ou de faire entendre des plaintes, et j'ai toujours refusé de m'en mêler. 1 ou 2 fois, après que nous étions allés nous coucher, il m'est arrivé de rouvrir ma porte et de trouver Mrs. Linton en pleurs, assise en haut de l'escalier. Je suis vite rentrée chez moi, craignant de me laisser entraîner à intervenir. J'avais pitié d'elle, à ces moments-là, bien sûr. Pourtant, je ne tenais pas à perdre ma place, vous comprenez? Enfin, une nuit,
Elle est entrée hardiment dans ma chambre et m'a épouvantée en disant « Avertissez M. Heathcliff que son fils est mourant. J'en suis sûre, cette fois-ci. Levez-vous à l'instant et allez l'avertir. » Puis elle disparut. Je restai un quart d'heure à écouter en tremblant. Rien ne bougeait. La maison était calme. « Elle s'est trompée, pensai-je. Il s'en est tiré. Ce n'est pas la peine de les déranger. » Et je m'assoupis. Mais mon sommeil fut une seconde fois troublé par un violent coup de sonnette. La seule sonnette que nous ayons, qui a été installée exprès pour Linton. Le maître m'appela pour me prescrire d'aller voir ce qui se passait et leur signifier qu'il ne voulait pas que ce bruit se renouvelât. Je lui fis la commission de Catherine. Il poussa un juron, sortit au bout de quelques minutes avec une chandelle allumée et se dirigea vers leur chambre. Je le suivis. Mrs. Heathcliff était assise à côté du lit, les mains croisées sur ses genoux. Son beau-père s'avança, dirigea la lumière sur la figure de Linton, le regarda et le tâta. Puis il se tourna vers elle. « Eh bien, Catherine, dit-il, comment vous sentez-vous » Elle resta muette. « Comment vous sentez-vous, Catherine » répéta-t-il. « Il ne souffre plus, et je suis libre, répondit-elle. Je devrais me sentir bien. Mais, continua-t-elle avec une amertume qu'elle ne pouvait cacher, vous m'avez laissé si longtemps lutter seule contre la mort, que je ne sens plus et ne vois plus que la mort. Je me sens comme morte. Et elle en avait l'air aussi. Je lui donnai un peu de vin. Ayrton et Joseph entrèrent. Ils avaient été réveillés par le coup de sonnette et le bruit des pas, et ils nous avaient entendus du dehors. Joseph n'était pas fâché, je crois, de la disparition du jeune homme. Ayrton paraissait un peu troublé, quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine avec de grands yeux qu'à penser à Linton. Mais le maître l'invita à retourner se coucher. On n'avait pas besoin de lui. Il fit ensuite porter le corps dans sa chambre par Joseph, me dit de rentrer dans la mienne, et Mrs. Heathcliff resta seule. Le matin, il m'envoya lui faire savoir qu'elle devait descendre pour déjeuner. Elle s'était déshabillée, semblait vouloir dormir, et répondit qu'elle était souffrante, ce qui ne me surprit guère. J'en informai M. Heathcliff, qui répliqua « Bon, laissez-la tranquille jusqu'après les obsèques. Montez de temps à autre voir si elle a besoin de quelque chose et, dès qu'elle paraîtra aller mieux, dites-le-moi. » Catherine resta en haut pendant une quinzaine, d'après Zillah, qui allait la voir 2 fois par jour et qui se serait volontiers montrée un peu plus affectueuse si ses tentatives d'amabilité n'eussent aussitôt été repoussées avec hauteur. Heathcliff monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué à son père tout ce qu'il avait et tout ce qu'elle-même avait eu de biens meubles. Le pauvre malheureux avait été déterminé, par la menace ou la cajolerie, à signer cet acte pendant l'absence d'une semaine qu'avait faite Catherine lors de la mort de son père. Quant aux terres, comme il était mineur, il ne pouvait pas en disposer. Quoi qu'il en soit, M. Heathcliff les avait réclamés et les gardait en vertu des droits de sa femme et des siens propres aussi. Je suppose que c'est légal. En tout cas, Catherine, sans argent et sans amis, ne peut lui en disputer la possession. Personne que moi, dit Zillah, n'a jamais approché de sa porte, sauf en cette seule occasion, et personne ne s'est jamais inquiété d'elle. La première fois qu'elle est descendue dans la salle, c'était un dimanche après-midi. Elle s'était écriée, quand je lui avais apporté son dîner, qu'elle ne pouvait plus endurer le froid. Je lui dis que le maître allait à Thrushcross Grange et que ni Earnshaw ni moi ne l'empêcherions de descendre. Aussi, dès qu'elle eut entendu s'éloigner le trot du cheval de Heathcliff, fit-elle son apparition, vêtue de noir et coiffée avec une simplicité de Quaker. Ses boucles blondes plaquées derrière les oreilles. Elle ne pouvait pas les faire bouffer. Joseph et moi, nous allons en général à la chapelle le dimanche. L'église, vous le savez, n'a pas de ministre en ce moment, expliqua Mrs. Dean, et on donne le nom de chapelle au temple méthodiste ou baptiste, je ne sais pas lequel des deux c'est, de Gimmerton. Joseph était parti, mais j'avais jugé bon de rester à la maison. Il vaut mieux que les jeunes gens soient sous la surveillance d'une personne plus âgée, et Ayrton, avec toute sa timidité, n'est pas un modèle de bonne manière.
Je l'avertis que sa cousine allait très probablement descendre avec nous et qu'elle avait toujours été habituée à avoir respecté le jour du Seigneur. Je lui conseillai donc de laisser ses fusils et toutes ses bricoles pendant qu'elle serait là. À cette annonce, il rougit et jeta les yeux sur ses mains et sur ses vêtements. L'huile et la poudre de chasse disparurent en 1 minute. Je vis qu'il avait l'intention de lui tenir compagnie, et je devinai, à ses façons, qu'il désirait être présentable. Aussi, riant comme je n'oserais quand le maître est là, je lui offris de l'aider, s'il voulait, et plaisantai sur sa confusion. Il devint sombre et se mit à jurer. « Eh bien, Mrs. Dean, poursuivit Zillah, qui voyait que sa conduite ne me plaisait guère, vous pensez peut-être que votre jeune dame est trop distinguée pour M. Hareton, et peut-être avez-vous raison. Mais j'avoue que j'aimerais à rabaisser d'un cran son orgueil. À quoi lui serviront maintenant toute son instruction et tous ses raffinements? Elle est aussi pauvre que vous ou moi, plus pauvre, je parierais. Vous faites des économies, et moi aussi, je tâche d'amasser un petit magot. » Hareton se laissa aider par Zillah, dont les flatteries lui rendirent sa bonne humeur. Quand Catherine arriva, il avait presque oublié les insultes qu'elle lui avait prodiguées jadis, et il s'efforça de se rendre agréable, s'il faut en croire la femme de charge. Mrs. entra, dit Zillah, froide comme un glaçon et hautaine comme une princesse. Je me levai et lui offris mon fauteuil. Non, elle faisait fi de mes civilités. Earnshaw se leva, lui aussi, et la pria de venir sur le banc et de s'asseoir près du feu. Il était sûr qu'elle gelait. « Il y a 1 mois et plus que je gèle, » répondit-elle en appuyant sur le mot avec tout le dédain qu'elle put y mettre. Elle prit elle-même une chaise et la plaça à bonne distance de nous deux. Après s'être réchauffée, elle regarda autour d'elle et découvrit un certain nombre de livres sur le buffet. Aussitôt elle se leva et se haussa pour les atteindre. Mais ils étaient trop hauts pour elle. Son cousin, après avoir observé quelque temps ses efforts, finit par s'enhardir à l'aider. Elle tendit sa robe et il y mit les premiers volumes qui lui tombèrent sous la main. C'était une grande avance de la part du jeune homme. Elle ne le remercia pas. Il se sentait pourtant tout heureux qu'elle eût accepté son assistance. Il se hasarda à se tenir derrière elle pendant qu'elle examinait les livres, et même à se pencher et à montrer ce qui frappait son imagination dans certaines vieilles images qu'il contenait. L'impertinence avec laquelle elle chassait son doigt en faisant tourner la page ne le rebutait pas. Il se contenta de reculer un peu et de la regarder au lieu de regarder le livre. Elle continua de lire, ou de chercher quelque chose à lire. Quant à lui, il concentra peu à peu son attention dans l'étude de ses boucles épaisses et soyeuses. Il ne pouvait pas voir sa figure, et elle ne pouvait pas le voir. Sans bien se rendre compte peut-être de ce qu'il faisait, mais attiré comme un enfant vers une chandelle, il finit par passer du regard au toucher. Il avança la main et caressa une boucle, aussi doucement que si c'eût été un oiseau. À la façon dont elle tressaillit et se retourna en sentant cette caresse, on aurait dit qu'il lui avait plongé un couteau dans le cou. « Allez-vous-en à l'instant! Comment osez-vous me toucher? Que faites-vous là, derrière moi ?» cria-t-elle d'un ton de dégoût. « Je ne puis vous souffrir. Je vais remonter si vous vous approchez de moi. » M. Hareton recula d'un air parfaitement stupide. Il s'assit sur le banc, où il resta très tranquille, et elle continua de parcourir ses volumes pendant une autre demi-heure. À la fin, Earnshaw traversa la salle et me dit à voix basse. « Voulez-vous lui demander de nous faire la lecture, Zillah? J'en ai assez de ne rien faire. Et j'aime. Il me semble que j'aimerais à l'entendre. Ne dites pas que c'est moi qui le désire, mais demandez-le lui comme de vous-même. » « Monsieur Hareton voudrait que vous nous fissiez la lecture, madame, dis-je aussitôt. Il vous en saurait beaucoup de gré. Il vous serait très obligé. » Elle fronça les sourcils, puis, levant les yeux, répondit. « Monsieur Hareton, et tous tant que vous êtes, vous aurez la bonté de comprendre que je repousse toutes les affectations de bienveillance que vous avez l'hypocrisie de m'offrir. Je vous méprise et ne veux adresser la parole à aucun de vous. Quand j'aurai donné ma vie pour un mot affectueux, pour la simple vue d'un de vos visages, vous vous êtes tous tenus à l'écart. Mais je ne veux pas me plaindre à vous.
C'est le froid qui m'a chassée de ma chambre. Je ne suis venue ici ni pour vous amuser, ni pour jouir de votre société. » « Qu'aurais-je pu faire ?» commença Earnshaw. « En quoi ai-je mérité le blâme ?»« Oh, vous êtes une exception. Ce n'est pas votre sollicitude qui m'a jamais manqué. »« Mais je l'ai offerte plus d'une fois, et j'ai demandé, dit-il, excité par son impertinence, j'ai demandé à M. Heathcliff de me laisser veiller à votre place. »« Taisez-vous. J'irai dehors, n'importe où, plutôt que d'avoir dans l'oreille votre désagréable voix. » Hareton grommela qu'elle pouvait aller au diable pour ce qu'il s'en souciait. Puis, décrochant son fusil, il ne s'abstint pas plus longtemps de ses occupations dominicales. Il parlait à présent et assez librement. Elle jugea bientôt convenable de retourner à sa solitude. Mais le temps s'était mis à la geler et, en dépit de son orgueil, elle fut forcée de condescendre à rester en notre compagnie de plus en plus longtemps. Seulement, j'ai pris soin qu'elle n'ait plus à dédaigner mes bonnes intentions. Je n'ai plus cessé d'être aussi roide qu'elle. Chez nous, personne ne l'aime. Elle ne plaît à personne. Elle ne mérite d'ailleurs pas qu'on l'aime, car, dès qu'on lui dit le moindre mot, elle se renfrogne sans respect pour qui que ce soit. Elle insulte le maître lui-même. Elle va jusqu'à le défier de la frapper. Et plus elle s'attire de châtiments, plus elle devient venimeuse. Tout d'abord, en écoutant ce récit de Zillah, j'avais résolu de quitter ma place, de prendre une petite maison et de décider Catherine à y venir vivre avec moi. Mais autant eût valu parler à M. Heathcliff d'installer Hareton dans une maison à lui. Je ne vois d'autre remède, pour le moment, que dans un nouveau mariage. Et c'est là un projet dont la réalisation n'est pas de ma compétence. Ainsi finit l'histoire de Mrs. Dean. En dépit des pronostics du docteur, je reprends rapidement des forces. Bien que nous soyons seulement dans la seconde semaine de janvier, j'ai l'intention de sortir à cheval dans un jour ou deux pour aller jusqu'à Hurlevent informer mon propriétaire que je vais passer à Londres les 6 mois prochains et que, si cela lui convient, il peut chercher un nouveau locataire après octobre. Je ne voudrais pour rien au monde passer un autre hiver ici. Chapitre 31. Hier, le temps était clair, calme et froid. J'ai été à Hurlevent comme j'en avais l'intention. Ma femme de charge m'a supplié de porter de sa part un petit billet à sa jeune dame, et je n'ai pas refusé, car la digne femme n'avait pas conscience qu'il pût rien y avoir d'étrange dans sa requête. La porte de la façade était ouverte, mais la barrière était fermée avec un soin jaloux, comme à ma dernière visite. Je frappais et j'invoquai l'aide d'Earnshaw qui était au milieu des carrés du jardin. Il enleva la chaîne et j'entrai. Le gaillard est un aussi beau type de rustre qu'on puisse le souhaiter. Je l'ai examiné particulièrement cette fois-ci. Mais on dirait qu'il fait de son mieux pour tirer de ses avantages le moindre parti possible. Je demandai si M. Heathcliff était chez lui. Il me répondit que non, mais qu'il serait là pour dîner. Il était 11 heures. J'annonçai mon intention de pénétrer dans la maison et de l'attendre, sur quoi il jeta aussitôt ses outils et m'accompagna, en manière de chien de garde, mais non comme remplaçant de l'hôte absent. Nous entrâmes ensemble. Catherine était là, occupée à préparer des légumes pour le repas. Elle paraissait plus morose et moins animée que la première fois que je l'avais vue. Elle leva à peine les yeux pour me regarder et continua son travail avec le même mépris des formes ordinaires de la politesse qu'auparavant. Elle ne répondit ni à mon salut ni à mon bonjour par la moindre manifestation. « Elle n'a pas l'air si aimable, pensai-je, que Mrs. Dean voudrait me le faire croire. C'est une beauté, sans doute, mais ce n'est pas un ange. » Earnshaw lui dit d'un ton bourru d'emporter ses ustensiles dans la cuisine. « Emportez-les vous-même, » répliqua-t-elle en les repoussant dès qu'elle eut fini. Puis elle se retira sur un tabouret près de la fenêtre et se mit à découper des formes d'oiseaux et d'animaux dans les épluchures de rave. Je m'approchai d'elle, sous prétexte de regarder le jardin, et je m'imaginais être très adroit en laissant tomber sur ses genoux le billet de Mrs. Dean, sans être vu de Hareton. Mais elle demanda tout haut. « Qu'est-ce que cela »
et rejeta le papier. « Une lettre de votre vieille connaissance, la femme de charge de la grange, répondis-je, ennuyé qu'elle eût révélé ma démarche obligeante et craignant qu'on pût supposer qu'il s'agissait d'une lettre de moi-même. En apprenant ce que c'était, elle aurait volontiers ramassé le billet, mais Ayrton la devança. Il s'en saisit et le mit dans son gilet en disant qu'il fallait que M. Heathcliff le vît d'abord. Là-dessus, Catherine, sans rien dire, détourna de nous son visage, tira furtivement son mouchoir et le porta à ses yeux. Son cousin, après avoir lutté un moment pour refouler ses bons sentiments, sortit la lettre de sa poche et la jeta à terre à côté d'elle, d'aussi mauvaise grâce qu'il put. Catherine la saisit et la lut avidement, puis elle me fit quelques questions concernant les habitants, humains et autres, de son ancienne demeure. Enfin, regardant vers les collines, elle murmura dans un monologue. « J'aimerais tant à descendre cette côte sur le dos de Minnie. J'aimerais tant à grimper par là. Oh, je suis lasse. Je suis comme une bête qui ne sort pas de l'écurie, Ayrton. » Elle renversa sa jolie tête contre l'appui de la fenêtre, moitié bâillant, moitié soupirant, et tomba dans une sorte de mélancolie rêveuse, sans s'inquiéter de savoir si nous l'observions. « Mrs. Heathcliff, dis-je, après être resté assis quelque temps en silence, vous ne savez pas que je vous connais ? Et si intimement qu'il me semble étrange que vous ne veniez pas me parler. Ma femme de charge ne se lasse pas de m'entretenir de vous et de me faire votre éloge. Elle sera extrêmement désappointée si je reviens sans nouvelles de vous, ou sans rien pour elle de votre part, sinon que vous avez reçu sa lettre et que vous n'avez rien dit. » Ce discours parut la surprendre. Elle demanda. « Plaisez-vous à Hélène ?»« Oui, sans doute, » répondis-je avec hésitation. « Vous lui direz que je voudrais bien répondre à sa lettre, mais que je n'ai rien pour écrire, pas même un livre dont je puisse arracher un feuillet. »« Pas de livre ? Comment pouvez-vous vivre ici sans livre ? S'il n'y a pas d'indiscrétion à faire cette question. Bien que j'aie une vaste bibliothèque, je me sens souvent triste à la grange. Enlevez-moi mes livres, je serais réduit au désespoir. » Je lisais constamment quand j'en avais, mais M. Heathcliff ne lit jamais. Aussi s'est-il mis en tête de détruire mes livres. Je n'en ai pas vu un depuis des semaines. Une fois seulement, j'ai fouillé dans le fond de théologie de Joseph, à sa grande irritation, et une fois, Ayrton, je suis tombé sur une réserve cachée dans votre chambre. Quelques volumes latins et grecs, puis des contes et des poésies, tous de vieux amis, ceux-ci. Je les avais apportés de la grange, et vous les avez ramassés, comme la pie ramasse des cuillères d'argent pour le simple plaisir de voler. Ils ne vous servent à rien, ou bien vous les avez cachés avec la mauvaise pensée que, n'en pouvant jouir vous-même, personne n'en devait jouir. Peut-être est-ce votre envie qui a conseillé à M. Heathcliff de me priver de mes trésors ? Mais la plupart d'entre eux sont gravés dans mon cerveau et imprimés dans mon cœur, et de cela, vous ne pouvez pas me priver. » Earnshaw était devenu cramoisi pendant que sa cousine révélait ainsi ses accaparements littéraires. Il balbutia un démenti indigné pour repousser ses accusations. « Monsieur Ayrton est désireux d'accroître la somme de ses connaissances, dis-je, en venant à son secours. Ce n'est pas de l'envie, mais de l'émulation que lui inspire votre savoir. Il sera très instruit dans quelques années. »« Et en attendant, il veut que je devienne une buse, » répondit Catherine. « Oui, je l'entends qui essaie d'épeler et de lire tout seul, et il fait de jolies bévues. Je voudrais vous voir recommencer la lecture de Chevy Chase, comme vous faisiez hier. C'était extrêmement drôle. Je vous ai entendu. Comme je vous ai entendu feuilleter le dictionnaire pour y chercher les mots difficiles, puis jurer parce que vous ne pouviez pas lire les explications. » Le jeune homme trouvait évidemment un peu dur d'être raillé à cause de son ignorance, et d'être encore raillé parce qu'il essayait d'y remédier. J'avais une impression analogue, et, me rappelant l'anecdote de Mrs. Dean sur la première tentative qu'il avait faite pour dissiper un peu les ténèbres où il avait été élevé, j'observai. Mais, Mrs. Heathcliff, nous avons tous débuté.
et nous avons tous trébuché et chancelé sur le seuil. Si nos maîtres nous avaient méprisés, au lieu de nous aider, nous trébucherions et nous chancellerions encore. Oh, je ne désire pas entraver ses progrès. Cependant, il n'a aucun droit de s'approprier ce qui est à moi, et de le rendre ridicule par ses grossières erreurs et ses fautes de prononciation. Ses livres, en prose ou en vers, me sont sacrés par d'autres souvenirs. Il me déplaît profondément qu'il soit avili et profané dans sa bouche. Enfin, entre toutes les autres, il a choisi, comme par pure malice, mes œuvres favorites, celles que j'aime le mieux à relire. Pendant une minute, la poitrine de Hareton se souleva en silence. Il était agité par le pénible sentiment de son humiliation et par la colère, qu'il n'était pas facile pour lui de dompter. Je me levai et, dans l'intention courtoise de soulager son embarras, je me mis sur le pas de la porte, à regarder la vue. Il se leva aussi et sortit de la pièce. Mais il reparut bientôt, tenant dans ses mains une demi-douzaine de volumes qu'il jeta sur les genoux de Catherine en s'écriant « Prenez-les. Je ne veux plus jamais en entendre parler, ni les lire, ni y penser. »« Je n'en veux plus, maintenant, » répondit-elle. « Ils s'associeraient à vous dans mon esprit, et je les détesterais. » Elle en ouvrit un qui, manifestement, avait été souvent feuilleté, et lut un passage sur le ton traînant d'un débutant. Puis elle se mit à rire et rejeta le livre. « Écoutez encore, » continua-t-elle d'un air provoquant, et elle commença de la même manière un vers d'une vieille ballade. Mais l'amour-propre de Hareton n'en pouvait supporter davantage. J'entendis, et sans le désapprouver entièrement, qu'il infligeait à l'insolence de Catherine une correction manuelle. La petite coquine avait fait tout ce qu'elle avait pu pour blesser les sentiments délicats, quoique incultes, de son cousin. Et un argument physique était le seul moyen qu'il eût de balancer son compte et de rendre son dû à l'agresseur. Ensuite, il ramassa les livres et les jeta au feu. Je lus sur son visage ce qu'il lui en coûtait de faire ce sacrifice à sa mauvaise humeur. Pendant qu'il se consumait, j'imaginais qu'il songeait au plaisir qu'il lui avait déjà procuré, au triomphe et au plaisir croissant qu'il en attendait. Et je croyais deviner aussi l'aiguillon de ses études secrètes. Il s'était contenté du labeur journalier, des rudes satisfactions de la vie animale, jusqu'au moment où Catherine avait traversé son chemin. De la honte d'être méprisé par elle, de l'espoir d'en être approuvé, étaient nées alors des aspirations plus hautes. Mais, au lieu de le préserver du dédain et de lui attirer la louange, ses efforts pour s'élever avaient produit un résultat exactement contraire. « Oui, c'est tout le bien qu'une brute comme vous en peut tirer !» cria Catherine, suçant sa lèvre meurtrie et suivant avec des yeux indignés les progrès du feu. « Je vous conseille de vous taire, maintenant !» répondit-il d'un ton furieux. Son agitation l'empêcha d'en dire plus long. Il s'avança vivement vers l'entrée. Je m'effaçai pour le laisser passer. Mais, avant qu'il eût franchi le seuil, M. Heathcliff, qui remontait la chaussée, le croisa et, lui posant la main sur l'épaule, demanda « Eh bien, qu'y a-t-il, mon garçon ?»« Rien, rien. » Et il se sauva pour aller ruminer son chagrin et sa colère dans la solitude. Heathcliff le suivit du regard et soupira. « Il serait étrange de me contrecarrer moi-même, » murmura-t-il sans s'apercevoir que j'étais derrière lui. « Mais quand je cherche dans son visage les traits de son père, c'est elle que j'y trouve chaque jour un peu plus. Comment diable lui ressemble-t-il tant ? C'est à peine si je peux supporter sa vue. » Il baissa les yeux et entra d'un air pensif. Il y avait sur sa figure une expression d'inquiétude et d'anxiété que je n'y avais encore jamais remarquée, et il paraissait amaigri. Sa belle-fille, en l'apercevant par la fenêtre, s'échappa immédiatement dans la cuisine, de sorte que je restai seul. « Je suis heureux de vous voir de nouveau dehors, monsieur Lockwood, » dit-il, en réponse à mon salut. « Pour des motifs égoïstes, en partie. Je ne crois pas que je pourrais facilement vous remplacer dans ce désert.
Je me suis demandé plus d'une fois ce qui vous avait amené ici. Un simple caprice, je le crains, monsieur, et c'est peut-être un simple caprice qui m'enchasse. Je pars pour Londres la semaine prochaine, et je dois vous avertir que je n'ai pas l'intention de garder Thrushcross Grange au-delà des 12 mois pour lesquels je l'ai loué. Je ne pense pas revenir jamais vivre ici. Oh, vraiment? Vous êtes fatigué d'être exilé du monde, sans doute. Mais si vous venez plaider une exonération de prix pour une location dont vous ne voulez pas profiter, votre déplacement aura été inutile. Je ne renonce jamais à exiger de qui que ce soit ce qui m'est dû. Je ne suis venu plaider rien de semblable, m'écriai-je, fort irrité. Si vous le désirez, je vais régler avec vous sur le champ. Et je tirai mon portefeuille de ma poche. Non, non, répliqua-t-il froidement. Vous laisserez assez de gages derrière vous pour couvrir vos dettes si vous manquiez à revenir. Je ne suis pas si pressé. Asseyez-vous et restez à dîner avec nous. Un hôte dont on est assuré de ne plus recevoir la visite trouve généralement bon accueil. Catherine, apportez le couvert. Où êtes-vous? Catherine reparut, portant un plateau chargé de couteaux et de fourchettes. Vous pouvez prendre votre repas avec Joseph, lui dit Heathcliff à part, et rester dans la cuisine jusqu'à ce qu'il soit parti. Elle exécuta ses instructions très ponctuellement. Peut-être n'éprouvait-elle pas l'envie de les transgresser. Vivant au milieu de rustres et de misanthropes, elle est probablement incapable d'apprécier des êtres d'une classe supérieure quand elle en rencontre. Entre M. Heathcliff, renfrogné et taciturne, d'un côté, et Hareton, absolument muet, de l'autre, je fis un repas assez peu réjouissant et pris congé de bonne heure. J'aurais voulu partir par le derrière de la maison, pour jeter un dernier regard sur Catherine, et pour ennuyer le vieux Joseph. Mais Hareton reçut l'ordre de m'amener mon cheval, et mon hôte lui-même m'escorta jusqu'à la porte, de sorte que je ne pus satisfaire mon désir. Ah, la vie sinistre qu'on mène dans cette maison, me disais-je en descendant par la route. Quel joli roman, plus vivant qu'un conte de fées, c'eût été pour Mrs. Linton Heathcliff si elle et moi avions formé un attachement, comme le souhaitait sa bonne gouvernante, et si nous avions émigré ensemble dans l'atmosphère agitée de la capitale. Chapitre 32 1802. En ce mois de septembre, j'ai été invité à dévaster dans le nord les landes d'un ami, et, en me rendant chez lui, je me suis trouvé, sans m'y attendre, à une quinzaine de milles de Gimmerton. Le palefrenier d'une auberge, au bord de la route, tenait un seau devant mes chevaux pour les abreuver, quand vint à passer une charrette d'avoine très verte, fraîchement coupée. Il remarqua. « Ça vient de Gimmerton, pour sûr. Ils sont toujours en retard de 3 semaines, seuls autres pour la moisson. » Gimmerton, répétai-je. Mon séjour dans cette localité n'était déjà plus qu'un souvenir vague comme un rêve. Ah, oui, je sais. À quelle distance est-ce d'ici? Peut-être ben 14 milles, par la montagne et une mauvaise route, répondit l'homme. Je me sentis soudain poussé à revoir Thrushcross Grange. Il était à peine midi, et je pensais qu'autant valait passer la nuit sous mon propre toit que dans une auberge. Outre cela, je pouvais facilement prendre un jour pour régler mes affaires avec mon propriétaire et m'épargner ainsi la peine de revenir dans le pays. Après m'être reposé un moment, je dis à mon domestique de s'informer du chemin qui conduisait au village. Avec beaucoup de fatigue pour nos montures, nous arrivâmes à franchir la distance en 3 heures. Je laissai mon domestique dans le village et descendis seul la vallée. L'église grise paraissait plus grise, et le cimetière solitaire plus solitaire. Je distinguais un troupeau de moutons de la lande qui broutaient l'herbe courte sur les tombes. Le temps était doux, chaud. Trop chaud pour le voyageur, mais la chaleur ne m'empêcha pas de jouir du délicieux paysage qui s'étendait au-dessus et au-dessous de moi. Si nous eussions été plus près d'août, je suis sûr que j'aurais été tenté de passer 1 mois dans ces solitudes. En hiver, rien de plus lugubre. En été, rien de plus divin que ces vallons resserrés entre les collines et que ces tertres aux escarpements hardis,
couvert de bruyère. J'atteignis la grange avant le coucher du soleil. Je frappai, mais à en juger par une mince fumée bleue qui montait en spirale de la cheminée de la cuisine, les habitants s'étaient retirés dans les locaux situés derrière la maison, et ils ne m'entendirent pas. J'entrai dans la cour. Sous le porche, une petite fille de 9 ou 10 ans était assise et tricotait. Une vieille femme appuyée contre les marches cavalières fumait sa pipe d'un air songeur. « Mrs. Dean est-elle là ?» lui demandai-je. « Mrs. Dean ? Non, et n'habite point ici. Elle est là-haut, à Hurlevent. »« Est-ce donc vous qui gardez la maison ?»« Oui, je gardions la maison. »« Eh bien, je suis monsieur Lockwood, le maître. Y a-t-il une chambre où je puisse loger ? Je voudrais passer la nuit. »« Le maître ?» s'écria-t-elle tout étonnée. « Eh ben, qui c'est qui serait douté que vous alliez venir ? Vous auriez dû envoyer un mot. Il n'y a pas un coin qui soit sèche ni convenable dans toute la maison. Il n'y en a pas un. » Elle ôta sa pipe de sa bouche et entra avec précipitation. La petite fille la suivit, et j'en fis autant, m'apercevant vite que ses dires étaient exacts et, de plus, que mon apparition inopportune lui avait presque bouleversé la cervelle, je lui dis de se calmer. J'allais faire un tour. Pendant ce temps-là, elle n'avait qu'à tâcher de me préparer un coin dans un salon pour y souper et une chambre à coucher pour y dormir. Inutile de balayer et d'épousseter. Je ne demandais qu'un bon feu et des draps secs. Elle parut disposée à faire de son mieux, bien qu'elle grattât la grille du foyer avec la balayette au lieu du tisonnier, et qu'elle fit un emploi assez peu judicieux d'autres ustensiles de ménage. Mais je me retirai, me fiant à son zèle pour trouver, quand je rentrerais, un endroit où me reposer. Les hauts de Hurlevent étaient le but de l'excursion que je projetais. Une arrière-pensée me ramena sur mes pas quand j'eus traversé la cour. « Tout va bien à Hurlevent ?» demandai-je à la femme. « Oui, pour ce que j'en savions, » répondit-elle, et elle disparut avec un poêlon plein de tisons ardents. J'aurais voulu lui demander pourquoi Mrs. Dean avait abandonné la grange, mais il ne fallait pas songer à la retarder dans une pareille crise. Je fis donc demi-tour et sortis, m'en allant sans me presser. Derrière moi resplendissait le soleil à son déclin, devant moi se levait la lune dans sa douce gloire. Peu à peu, l'éclat du premier s'affaiblit, celui de l'autre grandit, tandis que je quittais le parc et que je montais le chemin qui bifurque vers la demeure de M. Heathcliff. Avant que je fusse arrivé en vue des hauts, il ne restait d'autre jour qu'une lueur ambrée diffuse à l'ouest. Mais je voyais chaque caillou du chemin et chaque brin d'herbe grâce à ce clair de lune splendide. Je n'eus ni à escalader la barrière, ni à frapper. Elle céda sous ma main. Voilà un progrès, pensai-je, et mes narines en perçurent un autre. Un parfum de giroflée et de ravenelle se dégageait d'entre les rustiques arbres fruitiers. Portes et fenêtres étaient ouvertes. Pourtant, comme c'est l'habitude dans les districts charbonniers, un beau feu rouge illuminait la cheminée. La jouissance que l'œil en éprouve rend supportable la chaleur superflue. La salle de Hurlevent est d'ailleurs si grande que ses occupants ont toujours largement la place de se mettre à l'abri de l'ardeur du foyer. Aussi, ceux qui s'y trouvaient pour le moment s'étaient-ils établis non loin d'une des fenêtres. Je pus, avant d'entrer, les voir et les entendre parler et, en conséquence, je regardais et j'écoutais, mû par un sentiment de curiosité et d'envie mélangée, qui s'accrut à mesure que je m'attardais davantage. « Contraire !» disait une voix douce, comme une clochette d'argent. « C'est la 3e fois que je vous le répète, âne que vous êtes. Je ne vous le dirai plus. Tâchez de vous en souvenir, ou je vous tire les cheveux. »« Eh bien, contraire, alors !» répondit une autre voix au timbre grave, mais un peu voilé. « Et maintenant, embrassez-moi, pour m'être si bien souvenu. »« Non, relisez d'abord correctement, sans une seule faute. » L'interlocuteur masculin commença de lire. C'était un jeune homme convenablement habillé et assis à une table, un livre devant lui.
Son beau visage brillait de plaisir, et ses yeux avaient peine à ne pas se détacher de la page pour se porter sur une petite main blanche appuyée sur son épaule, qui le rappelait à l'ordre d'une bonne tape sur la joue chaque fois qu'il donnait de pareils signes d'inattention. La personne à qui appartenait cette main se tenait derrière lui. Ses boucles légères et soyeuses se mêlaient par moments aux mèches noires de l'élève, quand elle se penchait pour surveiller le travail de celui-ci. Et sa figure? Il était heureux qu'il ne pût pas voir sa figure, car autrement, il n'aurait jamais été attentif à sa leçon. Moi, je pouvais la voir. Et je me mordais la lèvre de dépit en pensant que j'avais laissé passer la chance de faire quelque chose de plus que de contempler sa beauté captivante. La leçon s'acheva, non sans autre bévue, mais l'élève réclama une récompense, et reçut au moins 5 baisers, qu'il rendit d'ailleurs généreusement. Puis ils vinrent à la porte et, à leur conversation, je jugeai qu'ils allaient sortir et faire une promenade dans la lande. Je supposais que je serais condamné dans le cœur de Hareton Earnshaw, sinon par sa bouche, au plus profond abîme des régions infernales, si je laissais voir en ce moment ma malencontreuse personne. Avec la conscience de ma bassesse et de mon envie, je me glissais par derrière pour chercher refuge dans la cuisine. De ce côté non plus, je ne rencontrais pas d'obstacle. À la porte était assise ma vieille amie, Nelly Dean, qui cousait en fredonnant une chanson, souvent interrompue de l'intérieur par des paroles bourrues, sarcastiques et intolérantes, dont les accents n'avaient rien de musical. « J'aimerions 2 fois mieux avoir leurs jurons dans les oreilles du matin au soir, et ne point vous entendre, en tout cas, dit celui qui était dans la cuisine, en réponse à un propos de Nelly qui n'était pas parvenu jusqu'à moi. C'est une pure honte que je ne puissions ouvrir un livre sacré sans que vous en friez les gloires à Satan et à tout l'indigne perversité qu'il y a jamais sur la terre. Ah, vous êtes une vraie pope à rien. Et elle en est une autre. Et le pauvre gars, il va être perdu entre vous deux. Pauvre gars, ajouta-t-il en gémissant. Il est ensorcelé. J'en étions sûr et certain. Oh Seigneur, jugez-les, car il n'y a point de loi ni point de justice en ce monde. Non, sans quoi nous serions assises sur des fagots en flammes, je suppose, répliqua la chanteuse. Mais taisez-vous, vieillard, et lisez votre Bible, comme un chrétien, sans vous occuper de moi. C'est le mariage de la fée Anne que je chante. Un joli air, et il donne envie de danser. Mrs. Dean allait recommencer, quand je m'avançai. Elle me reconnut aussitôt et sauta debout en s'écriant « Dieu vous bénisse, monsieur Lockwood. Comment avez-vous eu l'idée de revenir ainsi? Tout est fermé à Thrushcross Grange. Vous auriez dû nous avertir. » Je me suis arrangé pour m'y installer pendant le peu de temps que j'y resterai. Je repars demain. Mais comment se fait-il que vous soyez transplantée ici, Mrs. Dean? Racontez-moi cela. Zillah a quitté la maison et M. Heathcliff m'a fait venir ici peu après votre départ pour Londres. Je devais y rester jusqu'à votre retour. Mais entrez donc, je vous en prie. Êtes-vous venu à pied de Gimmerton ce soir? De la Grange. Pendant qu'on y prépare ma chambre, je désirerais régler mes comptes avec votre maître, car je ne pense pas en retrouver facilement l'occasion. Quel compte, monsieur? Dit Nelly en m'introduisant dans la salle. Il n'est pas là pour le moment, et il ne rentrera pas de sitôt. C'est au sujet du loyer. Oh, alors, c'est avec Mrs. Heathcliff que vous vous arrangerez, ou plutôt avec moi. Elle n'a pas encore appris à gérer ses affaires, et je la remplace. Il n'y a personne d'autre. Je parus surpris. Ah, vous n'avez pas entendu parler de la mort de Heathcliff, je crois. Heathcliff mort? M'écriai-je étonné. Combien y a-t-il de temps? Il y a 3 mois. Mais asseyez-vous et donnez-moi votre chapeau. Je vais vous mettre au courant. Attendez, vous n'avez encore rien mangé, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien. J'ai commandé mon souper à la maison. Asseyez-vous aussi. Je n'aurais jamais songé qu'il fût mort. Je serais curieux de savoir comment c'est arrivé. Vous dites que vous ne comptez pas les voir rentrer d'ici quelque temps. Vous voulez parler des jeunes gens? Oui, je suis obligée de les gronder tous les soirs à cause de leurs promenades trop prolongées. Mais ils ne font guère attention à mes remontrances. Au moins, prenez un peu de votre vieille ale. Cela vous fera du bien.
Vous avez l'air fatigué. » Elle se hâta d'en aller chercher avant que je puisse refuser, et j'entendis Joseph demander si ce n'était pas un scandale criant qu'elle eût des amoureux à son âge. Et puis les régaler aux dépens du maître. Il avait honte d'assister tranquillement à un pareil spectacle. Elle ne s'arrêta pas pour y riposter, mais revint au bout d'une minute avec une pinte d'argent débordant de mousse, dont je louai le contenu avec la conviction qui convenait. Puis elle me conta la suite de l'histoire de Heathcliff. Il avait eu une fin bizarre, selon son expression. « Je fus mandée à Hurlevent environ 15 jours après que vous nous avez eus quittés, dit-elle. J'obéis avec joie à cause de Catherine. Ma première entrevue avec elle me peina et m'affecta beaucoup, tant elle avait changé depuis notre séparation. Monsieur Heathcliff ne m'expliqua pas les raisons qui lui avaient fait modifier son opinion sur ma venue ici. Il me dit simplement qu'il avait besoin de moi et que la présence de Catherine le fatiguait. Je devais m'installer dans le petit salon où elle se tiendrait avec moi. C'était bien assez qu'il fût obligé de la voir 1 ou 2 fois par jour. Cet arrangement parut plaire à Catherine. Peu à peu, je parvins à me procurer un grand nombre de livres et d'autres objets qui lui avaient servi de distraction à la grange. Et je me flattais que nous pourrions en somme mener une vie assez tolérable. L'illusion ne dura pas longtemps. Catherine, contente au début, devint vite irritable et inquiète. D'abord, il lui était interdit de sortir du jardin, et elle était très contrariée d'être ainsi confinée dans cette étroite enceinte à l'approche du printemps. Puis les soins du ménage m'obligeaient de la quitter souvent, et elle se plaignait de son isolement. Elle aimait mieux se quereller avec Joseph dans la cuisine que de rester en paix dans sa solitude. Je ne faisais pas attention à leurs escarmouches, mais Hareton était souvent obligé, lui aussi, de chercher un refuge dans la cuisine, quand le maître voulait avoir la salle pour soi seul. Bien qu'au début elle quittât la pièce quand il y entrait, ou qu'elle vînt tranquillement prendre part à mes occupations en évitant de paraître le remarquer ou de lui adresser la parole, et bien qu'il fût toujours aussi morose et taciturne que possible, au bout de quelque temps elle changea d'attitude. Elle ne pouvait plus le laisser en paix. Elle lui parlait, elle faisait des commentaires sur sa stupidité et sa paresse. Elle se montrait surprise qu'il pût supporter la vie qu'il menait, qu'il pût passer des soirées entières assis à regarder le feu et à somnoler. « On dirait d'un chien, n'est-ce pas, Hélène ?» observa-t-elle un jour. « Ou d'un cheval de charrette. Il fait son travail, expédie sa pitance et dort perpétuellement. Que son esprit doit être vide et lugubre. Rêvez-vous jamais, Hareton ? Et alors, de quoi rêvez-vous ? Mais vous n'êtes pas capable de me parler. » Là-dessus, elle le regarda. Mais lui n'ouvrit pas la bouche et ne leva pas les yeux. « Peut-être est-il en train de rêver, » continua-t-elle. « Il vient de contracter son épaule comme fait Junon. Demandez-lui, Hélène. » « Monsieur Hareton va prier le maître de vous envoyer là-haut si vous ne vous conduisez pas mieux, » dis-je. Il avait contracté non seulement l'épaule, mais le poing, comme s'il se sentait tenté d'en user. « Je sais pourquoi Hareton ne parle jamais quand je suis dans la cuisine, » s'écria-t-elle une autre fois. « Il a peur que je ne me moque de lui. Qu'en pensez-vous, Hélène ? Il avait commencé un jour d'apprendre à lire tout seul. Puis, parce que j'ai ri, il a brûlé ses livres et abandonné son étude. N'a-t-il pas été bien stupide ? N'avez-vous pas été bien méchante ? Répondez à cette question. Peut-être, mais je ne croyais pas qu'il aurait été si sot. Hareton, si je vous donnais un livre, le prendriez-vous maintenant ? Je vais essayer. Elle lui mit dans la main celui qu'elle lisait en ce moment. Il le lança au loin et grommela que, si elle ne cessait pas, il lui tordrait le cou. Bon, je le mets là, dans le tiroir de la table, et je vais me coucher. Puis elle me dit à l'oreille d'observer s'il y touchait, et s'en alla. Mais il ne s'en approcha même pas, ce que je lui annonçai le lendemain matin, à son grand désappointement. Je vis qu'elle était peinée de sa maussaderie et de son indolence persistante. Sa conscience lui reprochait de l'avoir arrêté dans ses tentatives pour s'améliorer soi-même. Et c'est bien ce qu'elle avait fait en réalité. Mais son ingéniosité se mit à l'œuvre pour réparer le mal.
Pendant que je repassais, ou que j'étais occupé à quelque autre besogne sédentaire, que je n'aurais pu faire convenablement dans le petit salon, elle apportait quelques jolis livres et me le lisait tout haut. Quand Hareton était là, elle s'arrêtait en général à un passage intéressant et laissait le volume ouvert. Elle répéta plusieurs fois cette manœuvre, mais il était têtu comme une mule et refusait de mordre à l'hameçon. Si le temps était pluvieux, il se mettait à fumer avec Joseph. Ils restaient assis, comme deux automates, de chaque côté du feu, le plus vieux heureusement trop sourd pour comprendre les vilaines sottises de Catherine, comme il aurait dit, le plus jeune faisant de son mieux pour avoir l'air d'y être indifférent. Par les belles soirées, Hareton partait pour ses expéditions synégétiques. Catherine bâillait, soupirait et m'importunait pour que je lui parlasse. Puis, dès que je commençais, elle se sauvait dans la cour ou dans le jardin. Comme dernière ressource, elle pleurait et disait qu'elle était lasse de l'existence. Sa vie était inutile. M. Heathcliff, qui devenait de plus en plus insociable, avait à peu près banni Earnshaw de la pièce où il se tenait. Au début de mars, à la suite d'un accident, le jeune homme fut confiné dans la cuisine pendant quelques jours. Son fusil avait éclaté alors qu'il était seul sur les hauteurs. Un éclat lui avait entaillé le bras et il avait perdu beaucoup de sang avant d'avoir pu regagner la maison. Il se vit donc, bien malgré lui, condamné au coin du feu et au repos jusqu'à sa guérison. Sa présence dans la cuisine parut plaire à Catherine et, en tout cas, lui fit détester plus que jamais sa chambre du haut. Elle m'obligeait à lui trouver de l'ouvrage en bas pour pouvoir m'y accompagner. Le lundi de Pâques, Joseph alla à la foire de Gimmerton avec des bestiaux. L'après-midi, j'étais occupé à repasser du linge dans la cuisine. Earnshaw, morose comme à l'ordinaire, était assis au coin de la cheminée, et ma petite maîtresse tuait le temps en faisant des dessins sur les vitres de la fenêtre. Elle variait cette distraction en chantonnant de temps à autre. Elle laissait échapper des exclamations et de rapides regards d'ennui et d'impatience dans la direction de son cousin, qui fumait imperturbablement, les yeux fixés sur la grille, et se retira vers la fenêtre en se mordant les lèvres. Elle essaya, en fredonnant un air fantasque, de cacher l'envie de pleurer qui la gagnait. « Vous devriez vivre en bons termes avec votre cousine, monsieur Hareton, interrompis-je, puisqu'elle se repent de ses impertinences. Ce serait excellent pour vous. Sa compagnie ferait de vous un autre homme. » « Sa compagnie ? Quand elle me déteste et ne me juge pas digne de nettoyer ses souliers ? Non, quand je devrais y perdre un royaume. Je ne voudrais me déshonorer en recommençant à quêter ses bonnes grâces. »« Ce n'est pas moi qui vous déteste, c'est vous qui me détestez, » dit en pleurant Catherine, qui ne cherchait plus à cacher son émotion. « Vous me haïssez autant que M. Heathcliff me hait, et même plus. »« Vous êtes une damnée menteuse. Pourquoi, alors, l'ai-je mis en colère en prenant 100 fois votre parti ? Et cela, quand vous vous moquiez de moi, que vous me méprisiez et... Continuez à m'ennuyer, et je vais là-bas dire que vous m'avez rendu le séjour de la cuisine intenable. »« Je ne savais pas que vous aviez pris mon parti, » répondit-elle en séchant ses larmes. « J'étais méchante et cruelle pour tout le monde. Mais maintenant je vous remercie, et je vous demande de me pardonner. Que puis-je faire de plus ?» Elle revint près du foyer et lui tendit franchement la main. Le visage de Hareton s'assombrit et se couvrit d'un nuage chargé d'orage. Il tenait les poings résolument fermés et le regard fixé sur le sol. Catherine dut deviner d'instinct que c'était une obstination perverse et non de l'animosité qui lui dictait cette attitude farouche, car, après être restée un instant indécise, elle se pencha et lui mit un léger baiser sur la joue. La petite coquine croyait que je ne l'avais pas vue. Elle recula et reprit sa place près de la fenêtre avec un air de sainte Nitouche. Je secouai la tête en signe de reproche. Elle rougit et me dit à l'oreille : « Mais qu'aurais-je dû faire, Hélène ? Il ne voulait pas me donner la main. Il ne voulait pas me regarder. Il faut bien que j'arrive à lui montrer que j'ai de l'affection pour lui, que je veux que nous soyons amis. » Ce baiser convainquit-il Hareton ? C'est ce que je ne saurais dire.
Il eut grand soin, pendant quelques minutes, de ne pas laisser voir son visage, et quand il releva la tête, il était fort embarrassé de savoir de quel côté tourner les yeux. Catherine s'occupa à envelopper proprement dans du papier blanc un beau livre, et, l'ayant attaché avec un bout de ruban, elle y mit comme adresse « Monsieur Ayrton Earnshaw », puis me pria d'être son ambassadrice pour porter ce présent au destinataire. « Et dites-lui que, s'il consent à le prendre, je viendrai lui apprendre à le lire correctement, que, s'il le refuse, je vais monter, et que je ne le taquinerai plus jamais. » Je portais le paquet et répétais le message, surveillé avec inquiétude par ma maîtresse. Ayrton ne voulut pas desserrer les doigts, de sorte que je dus poser le livre sur ses genoux. Mais il ne le repoussa pas non plus. Je retournai à mon ouvrage. Catherine conserva la tête et les mains appuyées sur la table jusqu'à ce qu'elle entendît le léger bruissement du papier qui enveloppait le volume. Alors, elle s'approcha en catimini et s'assit tranquillement à côté de son cousin. Il tremblait, et sa figure brillait. Toute sa rudesse et sa dureté hargneuse avaient disparu. Il n'eut pas tout d'abord le courage de proférer une syllabe en réponse à son regard interrogateur et à la demande qu'elle murmura. « Dites que vous me pardonnez, Ayrton. Dites-le. Vous pouvez me rendre si heureuse par ce simple petit mot. » Il marmotta quelque chose que je ne pus entendre. « Et vous serez mon ami ?» ajouta Catherine. « Non, vous auriez honte de moi tous les jours de votre existence. D'autant plus de honte que vous me connaîtriez mieux, et ce serait insupportable pour moi. »« Alors, vous ne voulez pas être mon ami ?» dit-elle avec un sourire doux comme le miel et en se glissant tout près de lui. Je n'entendis plus de conversation distincte, mais, en me retournant, j'aperçus, penchés sur la page du livre accepté, deux visages si radieux que je ne doutais pas que le traité n'eût été ratifié des deux parts, et les ennemis furent, dès lors, fidèles alliés. L'ouvrage qu'ils examinaient était plein de très belles illustrations dont le charme, joint à celui de leur position, les tint immobiles jusqu'au retour de Joseph. Le pauvre homme fut complètement abasourdi à la vue de Catherine assise sur le même banc que Ayrton Earnshaw, la main appuyée sur son épaule, et stupéfait de la manière dont son favori supportait ce voisinage. Il en fut tellement affecté que, de toute la soirée, il ne fit pas une seule observation à ce sujet. Son émotion ne se révéla que par les profonds soupirs qu'il poussa quand il posa solennellement sa grande Bible sur la table et la couvrit de malpropres billets de banque tirés de son portefeuille, produit de ses transactions de la journée. Il finit par appeler Ayrton, qui se leva. « Porte ces billets au maître, mon gars, dit-il, et reste là-bas. Je montions dans ma chambre. Cet endroit-ci n'est point décent ni convenable pour nous. Il faudra déménager et en chercher un autre. » « Allons, Catherine, déclarai-je. Il faut déménager, nous aussi. J'ai fini mon repassage. Êtes-vous disposée à monter ? » « Il n'est pas 8 heures, répondit-elle en se levant à contre-cœur. « Ayrton, je laisse le livre sur la cheminée, et j'en apporterai d'autres demain. »« Les livres que vous laisserez, je les porterai dans la salle, » dit Joseph, « et vous serez bien chanceuse si vous les retrouvez. Ainsi faites ce qui vous plaira. » Cathy menaça de faire payer la bibliothèque de Joseph pour la sienne. Puis, passant devant Ayrton avec un sourire, elle monta l'escalier en chantant, le cœur plus léger, j'ose le dire, qu'elle ne l'avait encore jamais eu sous ce toit, sauf peut-être durant ses premières visites à Linton. L'intimité ainsi commencée se développa rapidement, malgré les interruptions momentanées qu'elle subit. Un simple désir ne pouvait suffire à civiliser Earnshaw, et ma jeune dame n'était ni un philosophe, ni un parangon de patience. Mais comme leurs esprits étaient tournés vers le même objet, l'une aimant et désirant de pouvoir estimer, l'autre aimant et désirant de pouvoir être estimée, ils arrivèrent finalement à l'atteindre. Vous voyez, monsieur Lockwood, qu'il était assez aisé de gagner le cœur de Mrs. Heathcliff,
Mais maintenant je me réjouis que vous ne l'ayez point essayé. L'union de ces deux êtres sera le couronnement de mes vœux. Je n'envierai personne le jour de leur mariage. Il n'y aura pas en Angleterre une femme plus heureuse que moi.